Bonjour Patricia et Isabelle. Bonjour Françoise Bonjour Françoise. et Alors, bonjour Isabelle. ouais. Et oui, Alors, bonjour Patricia aussi, bien sûr. alors aujourd'hui, on est dans un format un peu différent puisque ce n'est pas le duo Patricia-Françoise que nous avons d'habitude, mais nous avons invité Isabelle qui est kinésiologue. Et l'intérêt pour nous de l'inviter, c'est que comme elle travaille sur une approche radicalement différente, nous en psychogénéalogie et en analyse transgénérationnelle, on croit vraiment à la puissance de la parole qui vient remplacer le silence qui souvent a fait des traumatismes. Isabelle, elle travaille a priori sur le corps et donc ça nous paraît intéressant de pouvoir échanger là-dessus pour comprendre ces mouvements de fond qui traversent notre psychisme, qui échappent à la psychologie et sur lesquels nous travaillons largement dans le transgénérationnel. Alors voilà, Isabelle, voilà, comment tu peux réagir à ce que je viens de dire sur l'histoire que nous, on serait sur la parole et toi seulement sur le corps, ce qui n'est évidemment pas vrai quand c'est aussi tranché que ça, quoi. Oui, parce que la parole, en fait, est une forme d'expression, mais nous avons, notre corps s'exprime aussi, en fait, et la parole est juste l'expression qui va s'extérioriser. Et dans l'approche en kinésiologie, effectivement, on va utiliser un petit peu ce que le corps a enregistré ou ce dont il a hérité et comment il va s'exprimer. Et parfois, ce sont des... Alors moi, en plus, je suis spécialisée et j'enseigne l'épigénétique dans la kinésiologie. Et l'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes, de notre programme du vivant. Et donc, finalement, notre parole va aussi dépendre des secrets, des héritages. Des silences, des non-dits, des secrets de famille. Et cela va donner un impact au niveau de, on va dire, l'aspect physiologique, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique et même intellectuel, mental de notre dimension. Et on va aller voir comment ça s'organise. Alors, en kinésiologie, on parle aussi, mais c'est vrai qu'on va faire d'abord parler le corps pour que la personne puisse éventuellement, enfin même conscientiser après, puisque la conscientisation fait quand même partie de la résilience. Oui. Parce qu'une séance de kinésiologie et une séance de psychogénéalogie, c'est extrêmement différent, quoi. En kinésiologie, en psychogénéalogie, on est vraiment dans un échange où on peut même parler de nous pour donner des pistes. Et en kinésiologie, au contraire, on s'allonge et on se laisse faire, quoi. Et il y a un côté aussi très, très apaisant un parcours thérapeutique du moment où on dit, voilà, je m'abandonne, faites de moi ce que vous voulez, mais améliorez-moi, aidez-moi. Oui, oui, c'est ça. En fait, on va aller plutôt de, comme je dirais, brancher le mental, en fait, qui va pouvoir, le mental, si on le branche, il est fait aussi pour nous protéger, hein. Donc, on va avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en place, qui peuvent être le déni, enfin plein tous les mécanismes de défense que nous avons. Et du coup, nous, en interrogeant le corps, on va pouvoir faire un pont par rapport à ce qui est évoqué. Si la personne a des, par exemple, des répétitions dans ses relations, par exemple, dans ses relations avec les femmes, avec les hommes, ou dans ses unions, etc., on va aller voir un petit peu ben, pourquoi ces répétitions sont là, à quoi elles servent et surtout qu'est-ce qu'elles veulent dire. Mais ce qui est très étonnant, tu vois, nous, on travaille beaucoup avec les répétitions, on les repère dans les arbres, c'est vraiment un peu les petits cailloux qui nous amènent à l'origine du trauma. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'en kinésiologie, c'est un autre langage. Vous avez appris le langage du corps à partir des influx nerveux. Enfin, est-ce que tu peux me dire au fond ce qui se passe? Bien, oui, c'est en kinésiologie, on a un postulat qui est que l'homme a 5 dimensions, une dimension physiologique, c'est-à-dire notre corps humain, c'est notre véhicule de vie. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de prise dessus, à part des choix de vie, de mode de vie, etc. Mais grosso modo, on a des grandes fonctions cardiovasculaires, hormonales, nerveuses, etc. Et là-dessus, on n'a pas de prise par la volonté. On a une dimension émotionnelle. Dans le mot, la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement, hein. Donc, dans émotion, il y a le mot motion qui veut dire le mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on se met en mouvement.
par rapport à nos sens, nos perceptions et bien sûr nos héritages familiaux. On a une dimension mentale, intellectuelle qui nous permet de nous organiser, de nous projeter, de penser, de comprendre mentalement. Une dimension énergétique, on s'appuie beaucoup sur les grandes lois de la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, et une dimension que je mets entre guillemets spirituelle, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir du sens. Et quand il n'y a plus de sens, c'est un petit peu ce qu'on a perdu actuellement dans nos sociétés dites modernes et développées, c'est que on a perdu un petit peu le bon sens. Et donc à chaque fois, on va aller interroger le corps, les muscles, comment, pour aller voir par rapport au sujet abordé, quelle est la dimension qui est en peine et on va essayer d'harmoniser tout ça. À chaque fois, en fait, c'est ça. S'il y a une des dimensions qui ne peut pas accepter le changement, intégrer les bénéfices du changement, on doit continuer à travailler. Ça peut passer par la parole, encore une fois. Pour moi, la parole, c'est une forme de conscientisation qui est nécessaire. Mais si on te branche dans nos séances, bien sûr, hein, et en plus, pour moi, enfin, nos approches sont très, très complémentaires. Oui. Mais Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui font des constellations familiales, etc. Parce qu'effectivement, ça peut permettre de lever, de conscientiser, il n'y a pas d'opposition entre notre approche et la vôtre, on va dire. oui. Mais Mais c'est Alors, vrai que parfois la fondamentalement, parole ne suffit pas. Oui, si je peux fondamentalement, si je peux me permettre, tu parlais donc d'épigénétique. Donc, oui, les découvertes sont assez récentes en la matière. Donc, on rappelle qu'en fait, si tu es d'accord, c'est la transmission non pas comment dire, d'une expression des gènes qui va être différente en fonction de ce qui va se passer dans l'environnement, hein. alors pas seulement dans Alors, l'environnement, dans la réalité de la personne dans aussi, la hein. réalité de la personne. Donc, j'aimerais que tu développes, si c'est possible, cette notion épigénétique qui nous interroge beaucoup dans nous, psychogénéalogistes, parce que elle donne des soubassements scientifiques à notre discipline. Et donc, je trouve qu'il faut vraiment appuyer sur ce levier-là pour bien expliquer quels sont les mécanismes de transmission des traumas qui vont se permettre notamment dans le corps, que s'inscrive donc une trace de ce qui s'est passé pour nos aïeux. Complètement. Alors, l'épigénétique, donc la découverte du génome humain, elle date des années 80 à peu près. Et on avait porté beaucoup d'espoir sur justement ce décodage du génome humain. Bon, finalement, on se rend compte qu'il n'y a que 22 000 gènes. Je crois que c'est autant que 2 grains de riz, donc c'est pas extraordinaire. Et en fait, la grande révolution, c'est que finalement, ce codage va aller s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction de certains facteurs chimiques que l'on appelle la méthylation, l'acétylisation, la phosphorylation, etc. Et ce qui a été encore plus étonnant, c'est que souvent, un trauma, par exemple, vécu par quelqu'un de nos ancêtres, dans notre généalogie, va s'exprimer le plus souvent à la deuxième, troisième, voire quatrième génération. Finalement, on est beaucoup plus proche de nos grands-parents, de nos grands-mères, notamment dans la lignée des femmes, hein. Statistiquement, moi, je constate dans mon métier que on va souvent dans la lignée des femmes. On va aller, mais bon, pas seulement, on va en fait porter, exprimer le trauma, soit de façon énergétique, soit de façon émotionnelle, soit de façon physique. Et donc, on va avoir nos gènes vont s'exprimer et vont nous gêner, c'est le cas de le dire. Et par exemple, eh bien, ça va avoir un impact sur tout notre système, par exemple hormonal, ou notre fabrication de neuromédiateurs par rapport à telle ou telle perception qu'on va l'exprimer, alors qui ne nous appartient pas, mais en même temps, moi je dis, ça nous appartient quand même puisque c'est chez nous. Donc, ce sont des tensions musculaires. Non, non, ça peut vraiment aller s'impacter sur le fonctionnement cérébral, sur le fonctionnement hormonal, sur le fonctionnement cardiovasculaire ou simplement sur l'expression d'émotions. Oui, mais Euh, toi, quand tu fais des- une lecture du corps, en fait, tu le fais à travers donc des tests notamment musculaires. Donc Complètement. Notre approche, c'est au travers, c'est un peu la naissance de la kinésio.
C'est un chiropracteur américain qui a découvert qu'il y avait un lien entre le tonus musculaire et le stress. C'est-à-dire, si je fais dire des bêtises ou si voilà, il y a un inconfort, il va y avoir un micro-déverrouillage des fibres neuromusculaires des muscles et on va aller tester les muscles. On peut en tester plus de 58 qui sont en lien avec des méridiens et donc avec des organes, avec des fonctions, avec des méridiens. Et donc, ça donne déjà une analyse, en fait, une synthèse de qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne, sachant que chaque méridien est associé à des éléments, hein, les 5 éléments de la médecine chinoise, qui correspondent aussi à des ambiances, des émotions, des états d'être. Et comment détectes-tu que l'inscription dans le corps est plutôt d'ordre transgénérationnel et pas en lien avec la biographie de la personne qui a vécu dans la petite enfance tel ou tel événement? Alors, bien, en fait, on utilise beaucoup en kinésio des mudras qui ouvrent. En fait, ce sont donc par les doigts, on va aller ouvrir des champs informationnels inconscients qui vont correspondre à des types d'informations. Donc, quand j'ai besoin d'aller que dans le chemin de vie, bah, c'est le chemin de vie de la personne. Et sinon, eh bien, le test m'indique que je dois aller en épigénétique, par exemple, en transgénérationnel, et je vais aller chercher de quel côté de la lignée et quelle génération, comment a pu impacter ce qu'on est en train d'aborder actuellement. Et ça, je le fais donc, en fait, les mudras, ce sont des ondes de forme. Hein, on est bien dans des ondes de forme qui ouvrent en fait l'accès à un champ informationnel inconscient qui est concerné par le sujet abordé actuellement. D'accord. Donc c'est vrai que nous interrogeons en fait l'arbre par les faits généalogiques. On va faire une recherche généalogique. On va interroger aussi à travers les mots. On va interroger aussi grâce à nos intuitions et l'histoire d'un petit peu de transfert contre transfert. Parfois par le corps, bon, parce qu'il peut nous arriver d'avoir, je sais pas, un frisson, quelque chose qui va être un indicateur. Mais c'est vrai que là, tu ouvres un champ que je trouve très complémentaire, hein. Ah oui, Oui. oui, oui, moi-même, je suis épatée, je suis toujours épatée en fait, parce que euh, comment dirais-je, c'est précis sans être précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher l'événementiel, on va aller chercher l'impact que l'événement a et comment du coup la personne a pu s'organiser avec qui elle est, son propre chemin de vie, ses propres choix ou ses non-choix justement, hein. Et je dis souvent d'ailleurs que finalement on ne choisit pas grand-chose. Le plus gros potentiel que nous avons, c'est de pouvoir arbitrer, d'avoir le sifflet de l'arbitre en disant attention, là, mauvaise passe, mauvais jeu, hors jeu, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à tous mes héritages. Et en plus, il n'y a pas que l'héritage, c'est qu'il y a aussi l'environnement. Et on le sait très bien, on a vécu des environnements très hostiles actuellement, enfin depuis quelques années, et ça a un impact très important. Moi, je reçois beaucoup de jeunes, par exemple, actuellement, qui ont été très impactés par les années qu'on vient de vivre. Et donc ça, associé à leurs héritages et aux secrets de famille, etc. Et ben, ça pose problème quand même, hein. Moi, je voudrais revenir sur deux aspects dont tu as abordé ce jeu d'être deux intervieweuses sur toi. Ne doit pas être facile. Chacune suit son cheminement intérieur. C'est intéressant. Quand tu parlais d'épigénétique, bon, bah, effectivement, comme disait Patricia, pour nous, ça a été très intéressant. Plus récemment, j'ai lu le livre sur les cellules buissonnières, qui est aussi assez étonnant, quoi. Mais Oui, moi, quand je me suis formée, en fait, j'ai été formée par une filière de psychanalystes. Et donc, il y a eu toute une littérature dans la seconde moitié des années 70 de psychanalystes qui se sont intéressés au transgénérationnel, et les premiers qui ont pointé ça comme étant un champ valide, et qui parlaient de transmission d'inconscient à inconscient, où en quelque sorte, on téléchargerait l'inconscient de nos parents. Comment ça peut fonctionner avec le génome, ces deux approches, quoi, le génome et puis l'épigénétique
Bah, en fait, pour moi, l'inconscient, c'est un petit peu le langage de nos 5 dimensions, justement, de ces fameuses 5 dimensions chez l'homme. Puisque finalement, cet inconscient, quelque part, il s'exprime. Mm. Et souvent, il va aller s'exprimer dans le corps. Pourquoi telle odeur nous est insupportable, etc. Eh bien, alors, je ne dis pas qu'on va aller décoder tout ça, mais en fait, et ce que moi j'avais remarqué, même avant de me former vraiment à l'épigénétique, c'est que décoder, ça ne suffit pas toujours. Voilà. Du coup, plutôt, on va aller peut-être chercher de l'événementiel, mais pas seulement. On va plutôt aller chercher comment on s'organise par rapport à un trauma, par rapport à un secret, par rapport à une répétition dans la lignée. Comment finalement, dans le chemin de vie de la personne, ça s'organise. Ah oui. Et ça s'organise au niveau de tous nos mouvements, de notre expression, donc notre parole, notre corps, comment il grossit, comment il maigrit, comment on fabrique nos hormones. Hormones, ça veut dire qu'il favorise le mouvement en grec. Donc, du coup, c'est vrai que la vie, c'est un mouvement. Dès que ça s'arrête, dès que ça bloque, et c'est ce qu'on va voir, dans votre approche comme dans la nôtre en kinésio, finalement, on va voir quels sont les blocages et qu'est-ce qui gêne finalement la libre circulation de la joie de la personne, en fait. Mm. D'accord. Et dans le corps, c'est vrai que ça se manifeste souvent, je suppose, par des scolioses ou par des problèmes Complètement. de dos, etc. Des maladies, même des maladies, hein, et parfois, alors c'est toujours parce que la personne est prête. Moi, j'aime bien dire qu'on pèle l'oignon, c'est-à-dire, et j'ai beaucoup de personnes qui font un travail psy à côté et qui viennent me voir aussi, parce que quelque part, on enlève couche par couche, puisque l'intérêt, enfin, c'est fait partie de nos autorisations en début de séance, c'est que est-ce que la personne est prête dans ces 5 dimensions à intégrer les bénéfices du changement et à prendre la responsabilité de ce changement. Alors, responsabilité, moi, je ne le prends pas comme je suis responsable, hein. Je l'entends, j'ai la capacité de répondre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de résistance au changement, même s'ils sont positifs. On a Voilà, eh peur de ben, guérir quelque part, hein, parce que c'est aller exactement. vers l'inconnu. C'est complètement, et à partir du moment, et ça c'est notre fonctionnement cérébral, à partir du moment où on a trouvé une stratégie qui peut être héritée aussi, qui fonctionne et qui nous a maintenus vivants, eh bien on va surtout pas changer cette stratégie. Et tous enfin, les résistances, comme tu dis, Patricia, sont souvent dues à ça, c'est-à-dire qu'on n'aime pas le changement en fait. Oui, parce que le changement, c'est aussi accepter la mort quelque part. Donc Ben, complètement. voilà, on voudrait rester figé dans le. Ben parce que là, on est vivant, ça marche. Finalement, on a notre fameux cerveau reptilien, hein, qui est un petit peu notre disque dur, hein, puisque quelque part, nous, les hommes, on est des mammifères, on fait partie de la classe des mammifères. Et en tant qu'Homo sapiens, on a ce cerveau reptilien. Et vraiment, le programme du cerveau, enfin, je réduis beaucoup, mais dans ma compréhension, enfin, dans la réalité, le cerveau reptilien, il est fait pour nous maintenir en vie afin qu'on puisse perpétuer l'espèce et satisfaire nos besoins. Donc, il s'organise complètement comme ça. Et quelque part, on ne peut pas agir par la volonté, ni même par la compréhension, malgré notre néocortex qu'on a su développer et toutes ces capacités qu'on a su développer. Et c'est pas parce qu'on est en conscience que ça va changer quelque chose. Mm. Et c'est là où justement en épigénétique, on va aller travailler sur l'organisation, en fait finalement sur les stratégies de survie que nous avons adoptées pour faire face à tout ça. Oui, Et on a acquis un mode d'emploi de la vie voilà, qui n'est plus actualisable, enfin qu'il faut réactualiser. voilà. Mais on va bloquer parce que changer de stratégie, c'est prendre un risque. Et comme tu dis, Patricia, le fait de risquer, on a quand même la seule certitude que nous avons, c'est que nous allons finir. Et c'est Voilà. cette finitude qui est très angoissante, Bon. à laquelle on ne veut surtout pas penser.
Bon, Malheureusement, elle est là. ouais. Bon, on a choisi de faire un format court, tu vois. Effectivement, on pourrait rester très longtemps et j'aurais encore une multitude de questions à te poser, mais voilà, je pense que on a posé des choses, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Patricia? Oui, moi je trouve que tu nous ouvres vraiment un champ supplémentaire, car dans notre pratique, nous avons parfois besoin alors, d'outils, de disciplines complémentaires pour ouvrir davantage, comme en fait par arborescence. Tu vois, on travaille sur l'arbre, mais on a besoin que notre discipline soit en arborescence avec d'autres disciplines. Et donc, cela m'intéresse beaucoup de te rencontrer. Mais oui, avec plaisir. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que nous sommes très, très complémentaires. Oui, Euh, je crois que d'étudier l'arbre, c'est fondamental parce que qu'est-ce qu'on a comme héritage, quoi? Et cet héritage va aller s'exprimer parfois dans des formes différentes de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Mais en fait, on est en train de répéter exactement la même chose et d'essayer de s'en sortir de cet enregistrement, en fait. En Bon, plus, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de symétrie dans les arbres. Donc, c'est passionnant. Il y a toujours une symétrie, on se rend compte. en Bon, miroir, en oh là, fait. mais c'est incroyable. Que ce soit les métiers, les prénoms, les souffrances, Avec c'est le conjoint, avec les incroyable. voisins, avec les amis, en fait, il y a toujours des correspondances. Complètement. Complètement, c'est énorme ça, hein. Donc mm, c'est mm. du coup, oui, oui, moi je trouve que de toute façon, il est nécessaire de ne pas opposer les approches, mais au contraire de travailler en collectif, en fait, hein. De toute façon, nous sommes des êtres collectifs. On a plus d'ADN étranger dans notre corps que d'ADN humain, donc déjà on est collectif par notre physiologie, en Oui, fait, nous sommes reliés. Bon, complètement. ben, je vous propose qu'on arrête là aujourd'hui. Il y aurait un mot de la fin, Isabelle, ou ça va pour toi? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup cet échange, ça m'enrichit et à travailler tous ensemble alors. Mm. Pour le mieux-être, tout le monde en a besoin, je pense, en ce moment. Oui. Merci Isabelle Au et Bon, revoir, merci Patricia. Françoise. merci et à bientôt à tout le monde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour que l'algorithme nous reconnaisse. Tout ça, bien sûr, si vous avez apprécié. À bientôt. À Au revoir, bientôt. Françoise. Au Au revoir. revoir.